Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue pour cette première rencontre de nos membres à la parole. Nous avons souhaité leur donner la possibilité d'intervenir sur des sujets susceptibles d'intéresser notre communauté. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir et remercier de leur présence mesdames Lucia Baldino et Dora Gamaoun de la société Optimum et monsieur Eric Defedo, représentant le CDEFQ, le Cercle des entreprises franco-québécoises. Alors, comme vous le savez, la fédération, depuis 2012, est composée de 5 collèges, assureurs, assisteurs, courtiers, sociétés de services et distributeurs. La FG2A a pour mission de développer les activités affinitaires et de mieux faire connaître nos métiers dans le cadre d'une distribution responsable à l'égard des consommateurs. Mais c'est aussi s'intéresser à toutes les innovations, aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins qu'il nous est possible d'accompagner. La FG2A aujourd'hui, c'est plus de 110 sociétés membres et partenaires, et depuis le début de cette année, nous avons la joie d'accueillir les sociétés comme Data, Plus Simple, ADLP Assurance. C'est à peu près une nouvelle société par semaine ou tous les 15 jours qui adhèrent à la fédération. Nous travaillons via des commissions composées de spécialistes dans chaque domaine d'expertise. Ces commissions sont la commission biens, la commission voyage, la commission protection juridique, la commission auto, la commission Innovatech, la commission santé. Une commission juridique composée de plusieurs cabinets d'avocats et de juristes spécialisés vient d'être créée et a organisé sa première réunion hier matin sous la présidence de maître Géraldine Brasier-Portery du cabinet Barreau Alto. En cours de création, nous avons une commission économie circulaire et sociétale. Nous disposons également d'un lab technologique composé de plusieurs grandes entreprises technologiques, à savoir IBM, CGI, Precisely, qui accompagnent un certain nombre de nos développements. Nous sommes membres du CDEFQ, Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécoises. Nous souhaitons travailler avec le cercle sur différentes thématiques comme l'intelligence artificielle appliquée à l'assurance, mais aussi regarder les possibilités que représente le marché québécois en matière de développement des assurances affinitaires. Nous avons signé un partenariat avec Roam pour développer les activités affinitaires sur le marché français. En quelques minutes, il m'est difficile d'évoquer l'ensemble des partenariats ou l'ensemble des actualités de la FG2A, mais pour ceux que cela intéresse, vous aurez la possibilité de retrouver ces informations sur notre site fg2a.com et également de suivre notre actualité sur LinkedIn. Donc surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne les événements de la FG2A, nous avons décidé d'intensifier les moments de rencontre, d'échanges et d'informations pour nos membres. Au-delà des conférences régulières, principalement en lien avec les commissions que nous organisons depuis plusieurs années, ou d'autres thématiques que nous jugeons utiles d'aborder, telles que la cybersécurité, dernière thématique que nous avons abordée. Nous proposons les petits déjeuners de l'affinitaire où nous recevons des membres qui souhaitent parler de la distribution de produits d'assurance affinitaire ou de garantie affinitaire. Nous avons reçu ce mois-ci Véronique Brionne, présidente de Chubb, et nous recevrons en mars Madame Béatrice Sabouret, directrice affinitaire et partenariat de MMA. Nous organisons également les matinées d'actualité avec des personnalités de l'assurance, du monde politique et économique. Nous avons reçu Bertrand Surmont, président de Planète CSA au mois de janvier. Nous recevrons au mois de mars le médiateur de l'assurance, M. Arnaud Steboez, et la députée Valérie Flormican. Mais ce matin, dans le cadre de cette nouvelle session de Les membres ont la parole, nous recevons donc Mme Lucia Baldino et Dora Gamaoun d'Optimum qui vont nous parler de l'assurance affinitaire déployée au Canada et de l'investissement sur le marché canadien. Avant de les écouter, je vais céder la parole à M. Éric Defedo, conseiller de M. Jean-Luc Calimondo, président du CDFQ. Permettez-moi, Éric, de vous présenter en vraiment quelques mots. Originaire de Montréal, vous avez la double nationalité, vous avez étudié notamment à HEC Montréal, vous avez été directeur Europe, Moyen-Orient, Afrique au bureau de Paris de la Banque nationale du Canada. Éric, je vous laisse la parole pour nous parler du CDEFQ, et à tous les trois, je vous souhaite une très bonne intervention. Merci. Merci Patrick, et merci également à la Fédération des garanties et assurances affinitaires ainsi qu'à Optimum Gestion financière de donner la parole pour vous présenter assez brièvement le CDEFQ. Donc j'ai une petite présentation qui a à peine 10 minutes pour couvrir très rapidement ce qu'est le CDEFQ, donc en 4 parties. Donc ses origines, son rôle et ses objectifs, ses activités et ses membres.
Donc, pour commencer, donc les origines, le CDUFQ, le Cercle des dirigeants d'entreprise franco-québécois, a vu le jour il y a près de 12 ans, en mars 2009. C'est une association sans but lucratif, loi 1901, dont l'équivalent au Québec s'appelle OSBL, plus connu comme ça chez les Québécois, dirigée par une directrice générale, Madame Fahima Sadawi Ramos. Le CDUFQ se définit comme un lieu privilégié de rencontre entre dirigeants d'entreprises québécois et français. Dans le contexte actuel, c'est un petit peu difficile, mais malgré tout, avec la technologie, on peut y arriver. Le CDUFQ a été fondé par Jean-Luc Alimondo, qui était vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique à la Banque nationale du Canada à Paris, et qui est aujourd'hui président du conseil d'administration du Cercle. Au cours de sa longue carrière, Jean-Luc a bien sûr beaucoup appris du Québec et du monde de l'entreprise, auquel il est resté très attaché. Compte tenu de l'importance des relations commerciales entre la France et le Québec aujourd'hui et du nombre croissant d'entreprises françaises s'implantant au Québec et d'entreprises québécoises développant une activité en France, Jean-Luc a eu l'idée de créer ce cercle pour stimuler et promouvoir cette relation particulière entre la France et la belle province. Deuxièmement, le rôle et les objectifs du cercle. Donc d'abord le rôle. Le CDUFQ se veut, comme je l'ai mentionné, un lieu privilégié de rencontre pour les dirigeants d'entreprises québécoises en France et les dirigeants d'entreprises françaises qui évoluent sur le marché québécois. L'expérience de ses membres dans les marchés concernés est un atout qui permet de gagner un temps précieux et d'éviter certains écueils, quelquefois ignorés, comme les fameux problèmes d'interculturalité. Le CDUFQ n'est pas une chambre de commerce. Le CDUFQ vit par et pour ses membres. En effet, son mode de fonctionnement est basé sur l'entraide et la mise en commun de réseaux, avec l'appui privilégié de la Délégation générale du Québec à Paris. La contribution de ses membres s'établit autour d'un principe fondamental, apporter avant de recevoir. De ce postulat, le rôle du CDUFQ se définit en 4 points. Son activité est basée sur l'entraide et la mise en commun des réseaux. Il joue un rôle de conseil et d'intermédiaire auprès de ses membres. La plupart de ses membres fondateurs ont plusieurs années d'expérience dans leur domaine d'activité respectif qu'ils partagent volontiers. Enfin, ils savent résoudre les problèmes d'interculturalité fréquents qui existent dans les relations économiques entre la France et le Québec. Ensuite, les objectifs du cercle. L'un des tout premiers objectifs de tout entrepreneur ou dirigeant d'entreprise est bien sûr le succès d'un projet de développement. 2 points clés pour assurer le succès d'un développement à l'international en particulier sont gagner du temps et trouver ou rencontrer les bons interlocuteurs qui soient compétents et fiables. Par conséquent, les objectifs du cercle sont accompagner ses membres sur les marchés concernés, développer un réseau d'échange d'informations et d'expériences, favoriser une synergie pouvant générer de nouvelles activités à caractère économique dans les pays tiers, et enfin, faciliter leurs relations avec les pouvoirs publics français et québécois. Parmi les principaux acteurs pouvant participer à votre projet en Amérique du Nord, vous avez bien sûr les instances politiques qui sont essentielles dans une certaine mesure, comme les ambassades, les consulats, les services d'immigration. Vous avez ensuite les organismes de conseil, les chambres de commerce au sens canadien du terme, les cabinets d'avocats conseils, les cabinets de comptables agréés, au Québec, l'équivalent des experts comptables, et autres consultants. Et enfin, vous avez l'expertise des membres du CDUFQ, selon moi, la manière la plus efficace d'atteindre vos objectifs et aussi à moindre frais. Au début de mon propos, j'ai fait référence aux relations entre la Délégation générale du Québec et le CDUFQ pour resserrer les liens existants. À cet effet, un protocole d'accord a été signé le 16 novembre 2020, donc il y a un peu plus de 2 mois, entre la Délégation générale du Québec à Paris et le CDUFQ. Les parties officialisent ainsi leur collaboration en vue de la mise en place d'activités visant à augmenter les échanges économiques entre la France et le Québec. Cet accord s'inscrit dans le respect des stratégies et objectifs de chacune des entités
en prenant en compte leurs propres spécificités. Un calendrier d'activité annuel a été établi conjointement afin de proposer aux entreprises québécoises présentes en France et aux sociétés françaises implantées au Québec une série de rendez-vous de réseautage et d'échanges pour stimuler l'activité économique entre la France et le Québec. Nous avons aussi, le C2FQ a également signé une entente avec Québec International en octobre 2019. Québec International est un organisme public qui contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. Je vais vous parler, donner quelques mots, bien sûr, sur peut-être la partie la plus intéressante, enfin, quoique, sur les activités. Donc, les activités actuelles, bon, malheureusement limitées dans un contexte de couvre-feu, de confinement, de restrictions de déplacement, sont de 3 ordres. Premièrement, il y a des rencontres individuelles entre les membres. Donc, des rencontres virtuelles d'environ 30 minutes via Teams ou Zoom sont organisées pour offrir la possibilité de mieux connaître un peu un ou plusieurs membres avec lesquels vous pensez avoir des points communs, des complémentarités. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les mardis du CDUFQ. Donc, tous les 4e mardis de chaque mois, un webinaire est proposé sur un thème particulier. Je vous donne 2 exemples. Récemment, il y a eu une présentation d'un professeur d'HEC Montréal sur les particularismes des relations d'affaires entre Français et Québécois. Un sujet très apprécié par tous les entrepreneurs. Webinaire à venir, l'expérience d'un dirigeant d'une entreprise française sur sa récente acquisition d'une entreprise au Québec. Ça également un cas très, très concret et très pratique. Et 3e activité proposée, ce sont les petits déjeuners à la résidence de la déléguée générale du Québec, à Paris. Donc, dans le cadre du protocole d'accord avec la délégation générale du Québec, un petit déjeuner mensuel réunissant 6 personnes maximum pour respecter les normes sanitaires est organisé à la résidence de la déléguée générale du Québec à Paris, dont les participants sont les suivants. Premièrement, évidemment, Madame Michèle Boisvert, actuelle déléguée générale du Québec. Ensuite, le premier conseiller aux affaires économiques et commerciales à la délégation du Québec. Il y a 2 représentants du CDEFQ et enfin 2 dirigeants d'entreprise, membres du CDEFQ, pour échanger sur des questions concrètes, par exemple des points de vue sur la relation France-Québec, divers problèmes rencontrés, retours d'expérience, idées de développement des relations France-Québec, etc. Lorsque nous revivrons les jours heureux, comme nous l'a promis Emmanuel Macron, lorsque l'épidémie ne sera plus qu'un souvenir, et cela le plus tôt possible, des activités plus normales, entre guillemets, des manifestations stimulantes en présentiel, indispensables pour renforcer le réseautage, pourront être envisagées. Juste quelques exemples. Des rencontres avec des personnalités du monde économique, l'organisation d'activités visant à faire reconnaître les entreprises québécoises et françaises innovantes, des échanges sur des problématiques communes, la promotion sectorielle à travers divers événements thématiques, la remise d'un prix d'excellence aux dirigeants d'entreprises franco-québécois de l'année, et enfin, ce qui est beaucoup apprécié aussi, spectacles et manifestations culturelles donnant l'occasion de rencontres et d'échanges entre les membres. Enfin, dernier point, quelques mots sur les membres. Le cercle compte près de 40 membres, autant des entreprises québécoises que françaises, des grandes et des petites. Parmi les entreprises les plus connues, je ne vais pas évidemment toutes les nommer, mais je peux nommer par exemple TV5 Monde, HEC Montréal, Ubisoft, Air Transat, Boralex, Investissement Québec, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de Richebourg, et bien sûr Optimum Gestion Financière et la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Les entreprises membres sont présentes dans des secteurs d'activité très différents, ce qui permet des échanges variés et enrichissants. Voilà, donc en conclusion, c'est un très très rapide tour d'horizon de ce qu'est le CDUFQ, de ce qu'il peut vous apporter et aussi de ce que vous pouvez lui apporter en devenant membre. Donc, vous pouvez bien sûr obtenir plus d'informations sur le site www.cdefq.org ou prendre directement contact avec notre directrice générale en écrivant à son adresse courriel ou email faima,
fahima-ramos@cdefq.org. Voilà, je vous remercie de votre attention et on espère vous voir nombreux au sein du cercle. Merci. Très bien, merci beaucoup Eric. Je propose donc à Lucia Baldino et à Dora Gamon de prendre la parole pour cette deuxième partie de ce webinaire. Merci, merci Patrick. Dora va nous partager quelques diapositives que nous avons donc préparées pour justement vous mettre cette eau à la bouche sur notamment voir plus grand, voir plus loin et jeter un coup d'œil plus spécifique sur le marché canadien ce matin dans ce grand contexte de marché nord-américain. D'abord et avant tout, je tenais à vous remercier vivement de cet accueil au sein de la Fédération des garanties et assureurs affinitaires. Nous sommes membres depuis peu et je tiens notamment à souligner notre participation grâce à un de vos administrateurs, M. Benoît Lapointe, qui a été longtemps aussi administrateur et gérant, directeur général d'Optimum en France pendant plusieurs années. Donc, sans plus tarder, le but de cette présentation en slide 2, ce que nous souhaitons vous apporter en cette matinée, c'est en gros vous parler très brièvement de qui est Optimum, le groupe financier. Par la suite, on abordera très rapidement un très petit survol sur le monde affinitaire au Canada, bien que je ne suis pas une spécialiste du secteur. Et puis très rapidement, Dora pourra venir donc vous apporter son expérience sur l'économie canadienne, pourquoi il faudrait s'attarder et s'intéresser aux actions canadiennes en cette période si particulière et tout particulièrement à la stratégie qu'offre Optimum en matière de placement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en slide 3 et 4, je dirais, un petit survol sur le groupe Optimum, qui est un groupe canadien, d'abord et avant tout, qui a été fondé il y a 52 ans et qui est actif dans les secteurs, d'abord et avant tout dans les secteurs de l'assurance vie et de la réassurance de personnes, de l'assurance générale, et offre aussi un certain nombre de conseils en matière d'actuariat, d'informatique et d'immobilier. Et aussi, il faut sans l'oublier, une bonne activité de gestion d'actifs dont nous allons vous parler plus particulièrement aujourd'hui. Optimum, le groupe financier, c'est un groupe canadien avec des filiales à la fois aux États-Unis, au Texas, à Stanford et en France depuis Paris. C'est en tout 600 employés qui constituent ce magnifique groupe privé qui enregistre près d'1 milliard de dollars canadiens en matière de chiffre d'affaires et gère bientôt près de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Notre clientèle, c'est qui? C'est des gens comme vous. Ce sont des assureurs, des mutuelles en assurance. On traite aussi avec des gestionnaires d'actifs, mais aussi un certain nombre de clientèle privée. Donc, aujourd'hui, on voulait vous parler spécifiquement de l'équipe de gestion financière. C'est une équipe qui est internationale, à la fois basée au Canada, avec une grande expertise. On a le privilège d'avoir donc aujourd'hui avec nous Dora Gamaoun. Dora qui a une expérience de plus de 8 ans, qui est au Canada depuis plus de 8 ans et qui travaille dans ce secteur, a rejoint le groupe Optimum depuis plus de 5 ans et est notre experte en matière d'actions canadiennes, des actifs et des titres canadiens. On a la chance, d'autant plus de l'avoir maintenant depuis le mois d'octobre dernier au sein de mes équipes et nos équipes parisiennes. Et donc, justement, pour venir nous partager cette expérience du Canada afin qu'elle nous en parle et vous informe et vous dit tout ce qui est magnifique de ce fabuleux marché. Donc, sans plus tarder, on va vous dresser un petit survol du marché affinitaire au Canada. Il faut savoir d'abord et avant tout que
qu'en France, en fait, Optimum, en slide 6, Optimum est donc aussi une société d'assurance vie depuis 45 ans. Elle est active dans l'assurance vie individuelle autour de produits principalement d'épargne, de retraite et de prévoyance. Donc, évidemment, au Canada, les équipes en font un peu d'affinitaire vie, pas du tout d'affinitaire lié aux dommages, mais néanmoins, en slide 7, je souhaiterais quand même vous faire un tout petit survol de ce secteur au Canada, vous donner le goût d'aller le découvrir par vous-même, bien que je n'en suis pas, comme j'ai dit précédemment, une experte. Voilà, donc en slide 7, ce qui est important de placer, c'est la définition. La définition qui, je pense, est en ligne un peu avec les pratiques françaises, soit celle que l'assurance affinitaire au Canada, quand elle est liée aux dommages, ce sont essentiellement les garanties d'assurance, d'assistance ou de services accessoires en lien avec un produit ou un service qui est distribué par une marque ou une enseigne qui n'est pas un assureur et qui n'est pas de motif principal d'achat du client. En slide 8, vous voyez un peu comment est constitué le marché canadien. Ce sont des données de 2019 qui, évidemment, excluent l'affinitaire vie. Ce sont des données qui sont comptabilisées par le bureau du surintendant des institutions financières. C'est un bureau qui relève du gouvernement du Canada et dont les entreprises qui œuvrent dans le domaine financier ont obligation de signifier leur activité à chaque trimestre. Donc, ce sont les données à la fin de 2019. Donc, vous pouvez y accéder, vous pouvez donc consulter plus spécifiquement certains créneaux très particuliers de ce marché. Mais en gros, ce qu'on constate, c'est que le marché affinitaire au Canada, c'est bon an, mal an, un peu plus de 2 millions de polices en force. Ça représente 216 millions de dollars canadiens en primes de garantie prolongée, 50 millions de primes pour garantie d'équipement, pour un total du marché canadien qui est de 266 millions de dollars. Sachant que le yard, dans son ensemble, pas qu'affinitaire, c'est un marché de 60 milliards, on me dit, dont 45%, c'est vraiment du marché automobile, donc c'est un peu comment est réparti. Les principaux acteurs, vous les connaissez, ils sont mondiaux maintenant, c'est les Lloyds, c'est Motors, qui est une filiale de General Motors au niveau de l'automobile, c'est Continental Casualty, qui est de JP, et Aviva, assurance aussi. Donc, vous voyez un peu la répartition de ce marché. Au niveau des acteurs de la distribution, ce qu'on remarque en slide 9, c'est que c'est principalement donc la distribution se fait via les cartes de crédit, les grands détaillants, les Walmart de ce monde, les équivalents de métro comme Costco au Canada, les magasins d'électronique, les Best Buy, c'est le principal, les magasins d'électroménager et de meubles tels que The Bricks ou Léon, et finalement, évidemment, les concessionnaires automobiles, sans aucun doute. Et puis, au niveau des couvertures, en slide 10, ce qu'on constate, c'est que les principales couvertures viennent des garanties prolongées sur achat qui sont proposées par les cartes de crédit. Il y a les couvertures en lien avec tout le matériel informatique, et Dieu le sait, avec le prix de ce matériel aujourd'hui, souvent on est appelé à bonifier les couvertures pour ces équipements, l'électroménager, les meubles, et tout ce qu'on a dit aussi en lien avec la voiture, les garanties prolongées pour voiture. Donc, en gros, c'est un peu comment est constituée l'affinitaire au Canada, Patrick. Donc, en tout cas, je prendrai des questions si vous le souhaitez bien tout à l'heure en fin de présentation. Je crois qu'on acceptera des questions via le chat, donc n'hésitez pas à nous les poser.
Mais si vous le voulez bien, je pense qu'on rentrera dans le vif du sujet avec un survol de l'économie canadienne. Pourquoi il faut s'intéresser à ce marché? Dora, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc, comme Lucia a dit, je vais vous donner un petit survol sur l'économie canadienne. Je vais parler du marché des actions canadiennes et pourquoi c'est un marché qui est intéressant pour un investisseur européen et un investisseur français notamment. Donc, tout d'abord, l'économie canadienne est beaucoup plus qu'une économie d'énergie fossile. C'est une économie diversifiée. En fait, le Canada, comme tout pays développé, a une économie qui repose sur les services. Et on le voit bien ici, 61% de l'économie canadienne provient des services. 14% c'est pétrole et mines, 11% c'est l'agriculture et pêche, et il reste 7% pour la construction et 7% pour le manufacturier. L'économie canadienne est une économie qui a connu une croissance continue depuis des décennies. Et il y a deux facteurs, en fait, très importants qui ont aidé à cette croissance économique. La première, c'est la croissance démographique. En fait, si vous voyez comment, dans ce graphique-là, à gauche, le Canada est le pays qui a la croissance démographique la plus élevée des pays des G7. Regardez, le Canada a une croissance démographique supérieure au Mexique, en Australie, les États-Unis et de tous les pays européens. Et comme vous voyez, la partie en rouge, c'est l'immigration. En fait, le Canada repose sur l'immigration. Et quand on dit immigration, c'est une augmentation de population ciblée. En fait, le Canada cible une immigration jeune, en âge de travailler, entre 25 et 45 ans. Et aussi, le Canada est connu par être le pays qui est le plus sélectif de point de vue aussi immigration. Et on le voit bien dans ce graphique ici. Le Canada a la part des immigrants les plus qualifiés au monde. Et donc, quand on dit les plus qualifiés, donc on a des immigrants qui viennent avec des qualifications qui permettent en fait de rajouter dans l'innovation du pays. Je vous donne un exemple, par exemple Shopify, c'est une des plus grandes compagnies de technologie au Canada et même au monde. Et c'est une compagnie qui a été commencée par un immigrant allemand qui s'est installé à Montréal. Et donc, l'immigration ciblée permet d'avoir plus de talent. Et surtout, quand on parle de croissance démographique, en quoi ça consiste pour la croissance économique? Donc, c'est plus de personnes. Quand on dit plus de personnes, c'est plus de demandes pour les biens et les services, plus d'autoroutes. Et donc, ça va permettre en fait d'avoir une croissance économique continue du pays. Un autre point très important, c'est que le Canada a toujours eu une relation privilégiée, une relation très étroite avec les États-Unis. D'abord, les États-Unis et le Canada, ils ont une proximité géographique et aussi culturelle qui les a permis d'être des partenaires depuis plusieurs décennies aussi. Et donc, si on voit une des exemples, par exemple, du rapport très fort entre Canada et US, 70% des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis. Et donc, c'est sûr que quand les États-Unis croient, elle a une croissance économique, ça permet aussi au Canada de suivre et d'avoir une croissance économique. Et on le voit très bien comment la croissance du PIB du Canada et des États-Unis est très similaire et elle est nettement supérieure à celle de l'Europe. Maintenant, je viens de dire que le Canada, 70% des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis, mais cela ne représente que 20% du PIB. Et donc, 80% du PIB vient en fait d'une économie qui est spécifique au Canada. Et laissez-moi dire que cette économie, elle a en fait un caractère qui est très spécifique au Canada et qui est différent de ce qu'on voit en Europe et aux États-Unis. Et ça, c'est que le Canada, en fait, a un marché, repose sur des marchés oligopolistiques. Juste pour vous donner une définition, c'est quoi un oligopole? Un oligopole, c'est en fait, c'est une situation
d'un secteur, une situation où il y a un faible nombre d'offreurs ou de vendeurs. Et donc, par exemple, au Canada, on a seulement 2 ferroviaires. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, ce qui arrive, c'est que ces compagnies-là, ils peuvent en fait fixer des prix un peu comme ils veulent. Alors, ce qui se passe, c'est que si on a 2 ferroviaires qui représentent 90% du marché, ben, le prix pour aller de 2 heures de Montréal, par exemple, ça peut aller jusqu'à $300 et on doit payer, le consommateur paye. Même chose, on a 6 banques au Canada, ça représente 90% du marché. On a 3 grandes distributions, 60% du marché, et le télécom, on a 5 télécoms qui représentent 98% du marché, donc c'est la totalité du marché. Comme j'ai dit, quand on a un faible nombre d'offreurs, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent fixer des prix élevés, donc le consommateur paye le prix, et c'est ce qui implique une rentabilité supérieure de ces compagnies-là. Et on le voit ici, la rentabilité, qui est le rendement sur l'équité, elle est nettement supérieure de tous les secteurs dont je vous ai parlé en haut. Elles sont ici et elles sont supérieures à la rentabilité du marché canadien en totalité. Quand une compagnie elle est rentable, elle permet d'avoir une performance meilleure. Et donc, on voit que le secteur, il surperforme le secteur, l'indice canadien ou le marché global canadien. Maintenant, ça, c'est un petit survol sur la spécificité de l'économie canadienne. Maintenant, en quoi consiste le marché des actions canadiennes et c'est quoi sa valeur pour un investisseur français? Tout d'abord, le marché canadien a un avantage dans un portefeuille d'un gestionnaire français, en fait, il permet d'avoir une diversification. Si on regarde, par exemple, dans ce graphique-là, le marché canadien, il est surpondéré les secteurs qui en fait, sont sous-pondérés en Europe. Prenons un exemple, par exemple, consommation discrétionnaire. À chaque fois qu'on trouve un gros poids, pour le bleu, c'est l'Europe, donc les actions européennes. Quand il y a une surpondération, on voit une sous-pondération au Canada. Et même chose, soins de santé, sous-pondération au Canada. Et inversement, si on prend par exemple les matériaux, on trouve que le Canada, il est surpondéré, ce secteur qui est sous-pondéré pour l'Europe. Bien sûr, il y a quelques exceptions, mais en général, on voit bien que le marché canadien diversifie très bien un portefeuille d'un gestionnaire européen. Quand on parle de diversification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diversification amène une diminution du risque global du portefeuille. Maintenant, il y a un autre point très important qu'on peut voir dans ce graphique-là, c'est que le Canada a une spécificité. Le marché canadien, en fait, a une forte représentation des secteurs cycliques. 70% du marché canadien, c'est des secteurs cycliques. Quand on dit cyclique, c'est plus de risques. Et c'est pour ça, c'est très important, quand on investit dans le marché canadien, de ne pas aller avec un ETF passif, c'est-à-dire acheter l'indice canadien, mais plutôt de choisir un gestionnaire actif. C'est quoi? Parce que le gestionnaire actif, il peut permettre d'avoir une valeur ajoutée et de mitiger le risque de cyclicité et de cette volatilité de l'indice. Donc, aller avec la gestion active est primordial dans le marché canadien. Maintenant, on a parlé un autre point très important pour le marché canadien, c'est la stabilité du dividende. En fait, si on regarde par exemple à droite, la croissance des dividendes dans le marché canadien, le marché canadien a vu ses dividendes augmenter de 7,7% annuellement depuis les années 2000. Versus, si je regarde par exemple en Europe, les dividendes des compagnies ont augmenté de 1,5% par année. Donc, c'est le Canada, les compagnies, elles augmentent beaucoup plus leurs dividendes qu'en Europe. Mais ça, on ne le voit pas juste une augmentation, mais en plus, il y a une certaine résilience qu'on voit au Canada et qu'on voit nulle part. Regardez, en pleine crise sanitaire, les compagnies canadiennes ont su augmenter leurs dividendes de 4% versus partout dans le monde. Et si on regarde surtout en Europe, les compagnies ont dû baisser leurs dividendes de plus que 50%. Encore une fois,
Pourquoi ce phénomène? Pourquoi on voit ça? C'est encore une fois parce que le Canada, il repose sur des secteurs oligopolistiques et donc les compagnies ont tendance à être très rentables. Et comme j'ai dit, s'il y a quoi que ce soit, c'est le client, c'est les consommateurs qui payent à la fin le prix. Et donc finalement, ces compagnies-là, elles ont vraiment beaucoup de résilience, même en cas de crise. J'ai parlé d'un des oligopoles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le système bancaire. On sait très bien que pour tous les investisseurs, que ce soit européens, les banques européennes ont tendance à avoir moins de solidité financière et ça a toujours été un point que les investisseurs européens ont... c'est un point négatif dans leur portefeuille parce que ça ramène du risque. Maintenant, le Canada, c'est en fait le système bancaire le plus solide au monde. Donc, si vous voulez être dans les banques, le Canada, c'est la place pour les banques. Pourquoi? Encore une fois, les banques, c'est un oligopole et donc ça permet d'avoir une rentabilité supérieure et on le voit, le rouge, c'est les banques canadiennes versus les banques européennes et américaines. Regardez comment la rentabilité des banques canadiennes, elle est nettement supérieure. Ceci se traduit encore une fois par une performance du secteur et on voit comment le secteur des banques canadiennes a surperformé de beaucoup depuis les années 2000 les marchés, le secteur des banques en Europe et aux États-Unis, mais aussi ça ramène aussi de la stabilité de dividendes. En fait, regardez par exemple, les banques canadiennes ont augmenté leurs dividendes depuis les années 2000 de 9% par année. Regardons qu'est-ce qui s'est passé en Europe. En Europe, les banques européennes ont baissé leurs dividendes de moins 18% toutes les années depuis les années 2000. Donc, on voit bien la tendance des banques canadiennes versus l'européenne. Un autre point important que j'aimerais que vous regardez par exemple ici, c'est la croissance année par année des dividendes des banques canadiennes. Regardez comment le rouge, qui est les banques canadiennes, il est tout le temps supérieur depuis les années 90. Il a toujours été supérieur à zéro. En d'autres termes, les banques ont toujours augmenté leurs dividendes, sauf en 2008, c'est égal à zéro. Et donc, une croissance de zéro, ça veut dire qu'ils ont gardé leurs dividendes stables. Ils n'ont pas augmenté, mais ils ne l'ont pas baissé. Par contre, regardons le bleu, qui est les dividendes des banques européennes, on voit bien comment à chaque fois, à chaque crise, la crise de 1990, la crise de 2008, la crise de 2011, la crise sanitaire, à chaque crise, les banques, elles baissent complètement leurs dividendes et en 2020, on a vu même les banques complètement arrêter de payer leurs dividendes alors que les banques canadiennes ont continué à augmenter les dividendes pendant cette période. Ce qui, en fait, nous ramène à la stratégie Optimum. Donc, comment, chez Optimum, on capitalise sur le marché canadien? C'est la première chose, comme j'ai dit, on capitalise sur les secteurs oligopolistiques. Donc, on favorise les secteurs oligopolistiques, dont une forte pondération des 6 banques, parce que ces compagnies-là ont tous une rentabilité supérieure et donc, ils permettent d'avoir une valeur aux investisseurs. Et on est complètement absent de l'énergie et des compagnies aurifères. Pourquoi? Parce que le prix de la commodité est volatile, ces compagnies-là sont très endettées, elles ramènent beaucoup de volatilité des revenus et aussi c'est des compagnies qui ne sont pas ESG et que nous, on préfère être dans des compagnies qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Donc, juste rapidement, donc c'est quoi qu'on regarde pour aller trouver notre processus d'investissement? On regarde en fait l'univers canadien, on prend les compagnies les plus rentables, les moins endettées, avec des flux de trésorerie les plus élevés. Et après, on regarde des filtres qualitatifs, à savoir l'ESG, la qualité du management, pour arriver à un portefeuille de 35 titres, selon nous, les titres qui ramènent le plus de valeur à un investisseur dans le marché
canadien. Et ce processus s'est révélé en fait un processus qui a permis d'avoir une valeur ajoutée depuis le début de la stratégie. Regardez, ça c'est le graphique de la performance de la stratégie Optimum en bleu versus l'indice canadien, c'est-à-dire le marché canadien. Notre processus de gestion nous a permis d'avoir 13% de valeur ajoutée depuis 2015 et non seulement une belle valeur ajoutée, mais aussi une résilience en cas de baisse de marché. Regardez, quand le marché baisse, la stratégie Optimum baisse moins que le marché. En plus, cette stratégie, on l'a à Paris, dans notre filiale française, mais aussi au Canada. Et au Canada, il y a Morneau Chapelle, qui est une compagnie de consulting qui fait toutes les années, à tous les trimestres, elle fait un classement. Et si on regarde, en septembre 2020, la stratégie Action canadienne, elle a été classée la deuxième stratégie la plus performante depuis 5 ans dans le sein de tous les fonds d'Action Canada, sachant que la première stratégie est aussi une autre stratégie d'Optimum. Et donc, ça montre que le processus d'investissement qu'on suit, c'est un processus d'investissement qui a été prouvé gagnant depuis plusieurs années. Maintenant, vous pouvez me dire, OK, bon, c'est bien, vous faites une bonne valeur ajoutée par rapport au Canada, mais qu'est-ce qui en est pour moi? Moi, je n'ai pas du Canada. Comment cette stratégie, elle s'est comportée par rapport à mon portefeuille qui est un portefeuille européen. Regardez les options, le Optimum Action Canada, c'est en euros, c'est la part euro, et en fait c'est le bleu versus le orange qui est le stock 600 qui est le marché européen, et la stratégie a ramené 22% de valeur ajoutée depuis 2015 par rapport au marché européen. Donc, pour résumer, le marché canadien permet d'avoir une diversification à un investisseur européen. Et quand on dit diversification, diminution du risque du portefeuille. La deuxième chose, il ramène une certaine stabilité du revenu. Comme j'ai dit tout à l'heure, les dividendes sont beaucoup plus stables et plus croissantes dans le marché canadien, ce qui permet en fait de stabiliser aussi les revenus d'un portefeuille d'un Européen. Et voilà, ça c'est l'offre qu'on offre chez Optimum. On a deux parts, une part en CAD et une part en euros selon les préférences des clients. Nous avons effectivement, Dora, la chance d'avoir plusieurs investisseurs institutionnels déjà au sein de ces portefeuilles. Donc, nous serions ravis si, effectivement, parmi les participants ce matin, si vous n'êtes pas nécessairement le bon interlocuteur, de nous mettre en relation avec vos directeurs investissement afin qu'on puisse vous partager effectivement ces belles occasions que vous pourriez profiter sur le marché canadien. Eh bien, merci à tous les trois pour vos présentations et interventions. On voit vraiment l'intérêt aujourd'hui de s'intéresser à ce marché qui offre effectivement une belle diversité en termes entre l'Europe et le Canada. On va peut-être voir s'il y a peut-être des questions qui ont déjà été posées. Je ne sais pas si Thomas en a vu passer quelques-unes. Et sinon, moi, j'ai plein de questions, donc j'en ai permettrai de les une poser. Il y a une question, effectivement. Allez-y. Il y a une question sur le chat de Karim qui nous demande comment les milieux d'affaires canadiens réagissent au refus du gouvernement français de l'OPA amicale de Couche-Tard. Alors, comment répondre? D'ailleurs, cette semaine, nous avons accueilli Madame Monique Leroux, qui est présidente du Conseil consultatif de la relance économique du Canada, qui est également administratrice de Couche-Tard, et chez Couche-Tard, et chez Michelin, pour tout te dire. Donc elle voit bien un peu les dynamiques entre... Mais effectivement... je pense que c'est un peu c'est de la diplomatie d'affaires qu'il faut et je pense que ce n'est que partie remise. Éric, du point de vue peut-être institutionnel, vous en pensez quoi au cercle des dirigeants Évidemment, dans le cercle, on est pour la libre entreprise, les libres marchés.
Moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires à la radio à l'effet que, bon, on avait un peu de mal à comprendre ce point de vue du gouvernement. Bon, je pense qu'ils ont été peut-être un petit peu de court. Donc, il y a une position qui est très défensive à ce moment-là. Mais il y a eu des cas un peu similaires au Canada. Il y a eu des prises de contrôle au Canada qui ont été déclinées par le gouvernement canadien, par, je ne sais plus comment s'appelle l'organisme qui fait le contrôle des investissements étrangers. Donc, je pense que c'est un peu un cas. C'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. On dit que c'est peut-être un petit peu partie remise. Les discussions vont se poursuivre. Donc, enfin, c'était quand même assez emblématique comme question. Les Français sont quand même très attachés, comme on dit, à leurs fleurons nationaux. Je pense que aussi la transaction n'a pas été suffisamment détaillée, expliquée aux différents intervenants. Et du coup, bon, on en est là. Mais d'après ce que j'ai vu, là, c'est que les discussions vont se poursuivre et puis on ne sait pas si d'ici 2, 3, 4 ans, sous un nouveau gouvernement, on n'en sait rien, cette transaction pourrait passer. Est-ce que nous avons d'autres questions, Sophie? Non, pour le moment, là, il n'y en a pas d'autres. Alors moi, j'aimerais en poser une à Dora. On a vu, sur la question de l'opportunité, les offres différentes entre les sociétés de placement françaises et canadiennes, on voit bien, et ça a été très bien expliqué sur, encore une fois, la diversification, le choix de diversification des investisseurs. J'ai une question, moi, sur le profil d'investisseurs recherché. Quel est pour vous le bon profil pour investir au Canada, via votre intermédiaire? Nous, on vise en fait des investisseurs institutionnels, mais à des tailles différentes. Donc, on peut, dans notre part canadienne, par exemple, l'investisseur peut aller de 100 000 et plus. On a aussi des investisseurs qui sont, si l'investisseur il est plus gros, on peut même faire un fonds dédié à lui-même et vraiment custom-made pour ses besoins. Vraiment, on peut regarder aussi son portefeuille global et essayer de proposer quelque chose pour diminuer le risque global de son portefeuille. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin, mais on peut prendre un investisseur comme de 100 000 et plus. Alors peut-être une autre question complémentaire, dans le cas des investissements, c'est vrai que on voit bien l'intérêt que ces placements, que ces investissements au Canada peuvent avoir en termes de sécurité. C'est vrai que c'est un marché parfois inconnu. On est sur du dollar. Est-ce qu'il y a des éléments peut-être à intégrer en termes de risque ou au contraire en termes de sécurité dans le cadre de ces investissements? Oui, bien sûr. Donc, le Canada, tout d'abord, c'est comme vous savez, le marché financier, il est toujours une image aussi à l'économie et la stabilité du pays. Le Canada a toujours été un pays qui est stable politiquement. C'est un pays en croissance démographique, comme j'ai dit, et une croissance économique. Donc, ça ramène vraiment beaucoup de stabilité à ce pays-là. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, pour les secteurs, le Canada a une économie qui est vraiment spécifique à lui, avec des secteurs oligopolistiques qui permettent en fait de ramener encore plus de stabilité par rapport à d'autres régions où il y a beaucoup de compétition entre les compagnies, etc. Donc, le Canada, il est spécifique à lui-même et aussi, on le voit bien avec des dividendes vraiment stables et tout. Donc, pour les investissements au Canada, le Canada est une économie, comme j'ai dit, stable. C'est sûr qu'il y a des secteurs comme le secteur de pétrole. Le Canada, on connaît très bien qu'il y a une forte pondération dans l'indice et c'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir un gestionnaire actif pour mitiger ce risque parce qu'il y a un réel risque dedans. Et aussi, l'autre point, vous avez mentionné, c'est un très bon point, c'est la devise canadienne par rapport à l'européenne. C'est sûr que la devise, si on regarde sur des petites périodes, elle ramène du risque, mais sur une longue période et en général, un investisseur dans les actions, il doit regarder un environnement de temps qui est
5 ans, 3 à 5 ans et plus, donc avoir un peu moyen terme, long terme. Et on voit bien que la devise ne représente pas un grand risque sur le long terme parce que c'est mean reverting, donc ça revient toujours à zéro, donc ça monte, ça baisse, mais à la fin, on va dire, ça bouge pas sur le long terme. Et aujourd'hui, en fait, c'est une belle opportunité parce qu'à cause que le pétrole a souffert pendant la crise, ça fait en fait baisser notre devise par rapport à l'euro. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un des meilleurs points pour rentrer sur une stratégie canadienne en canadien parce que c'est vraiment, il y a une opportunité, on est comme vraiment dans le plus haut. Un autre point que je vais rajouter, tout à l'heure, j'ai dit il faut aller avec un gestionnaire actif. Je n'ai pas mentionné qu'en France, en ce moment, on est le seul gestionnaire canadien français, en fait, français, et qui gère un mandat canadien et une stratégie active. C'est-à-dire, si vous voulez aller acheter des ETF, ça va être des ETF plus passifs. On est le seul gestionnaire français qui gère un mandat canadien. Y a-t-il des questions? J'aurais une question pour Dora. Oui. J'ai compris que la stratégie de la gestion était pas mal basée sur les secteurs oligopolistiques, les secteurs qui payent de bons dividendes. Et il y a un secteur en particulier que vous n'avez pas mentionné, c'est le secteur des oléoducs, les pipelines. Est-ce que vous voulez rentrer dans le secteur énergétique ou comme des utilities? On les met dans les secteurs énergétiques, encore une fois. Pourquoi? Parce que aussi, les pipelines, même si la réalité de ce marché-là, c'est qu'il ne varie pas avec le marché du pétrole, mais malheureusement, il est toujours, quand le pétrole baisse, les pipelines baissent et ça fait baisser le secteur. Mais la raison pour laquelle nous aimons moins les pipelines, parce que c'est des compagnies qui ont beaucoup de dettes. Et nous, on préfère des compagnies moins endettées, ils ont beaucoup de capex. Et donc, du coup, c'est pour ça que ces compagnies-là, dès le départ, elles ne passent pas le filtre financier des compagnies qui sont rentables et moins endettées. Quand on dit en dette, c'est plus de risques. Donc, pour nous, si on va prendre plus de risques, on veut vraiment beaucoup plus de rendement. Mais malheureusement, ces compagnies-là, elles ne donnent pas beaucoup plus de rendement que, par exemple, une compagnie, par exemple, qu'une banque. Alors, on préfère avoir des banques que des pipelines. Alors Dora, on a une autre question de Jean-François B, CEO de Cantalis, qui demande est-ce que l'investissement au Canada peut rimer avec l'investissement responsable et durable, critère ESG? Oui, en fait, je vais parler de notre stratégie. Le marché canadien, comme j'ai dit, il y a beaucoup de pétrole, des compagnies qui ne sont pas très ESG. Ça, c'est sûr que si on regarde le marché canadien. Par contre, si je parle de notre stratégie, et nous, chez Optimum, on est signataire du PRI. Donc, on respecte et on regarde. On a même toute une étape de filtration de nos investissements pour respecter l'ESG. Et par exemple, le fait déjà de ne pas avoir toutes les compagnies de pétrole, lorifères, de pipeline, etc., ça permet en fait d'avoir une cote ESG très élevée de notre portefeuille par rapport au marché canadien. Alors peut-être une question concernant la crise Covid. Alors Dora, tu nous as bien expliqué quelle était la répartition en fin de compte des activités. On sent bien sûr un impact Covid, mais relativement faible par rapport à d'autres pays, même par rapport à la France, qui est notamment qui a une activité touristique très forte et donc forcément avec un impact Covid important. Est-ce que la crise Covid peut influer de façon très très forte sur ces choix d'investissement ou sur l'activité économique canadienne? Pour l'impact de l'économie, comme vous avez dit, en fait, la pandémie a touché tout le monde et même le Canada. Et même au Canada, elle a touché deux volets. Le premier, c'est le humain. Donc, en fait, la population canadienne a été aussi touchée par le Covid, je dirais un peu moins, par exemple, que le Canada, que la France ou l'Europe ainsi que les États-Unis. Et la raison, c'était vraiment que le gouvernement canadien a pris des mesures très rapides et très strictes dès le début.
Et donc, du coup, ça a impacté un peu moins. Aussi, l'économie canadienne, elle dépend moins des secteurs vraiment qui ont été touchés vraiment par la crise, qui sont l'hôtellerie, les voyages, l'aéronautique. Ça dépend beaucoup moins. Et donc, c'est sûr qu'on le voit même dans l'économie. On voit que, par exemple, l'économie canadienne, elle a en fait retracté beaucoup moins que l'économie européenne qui dépend beaucoup plus de ce genre de secteur. Donc, je dirais le Canada et en plus la Banque centrale, les gouvernements sont venus à l'aide des compagnies. Et donc, je dirais que la crise sanitaire était négative pour tout le monde. Au Canada, on était peut-être un peu plus chanceux du fait que notre marché dépend un peu moins que les autres pays des secteurs qui ont été le plus touchés. Et donc, c'est pour ça que la contraction, elle était plus basse. Cette année, par exemple, comment on voit les consensus pour 2021? Est-ce que le Canada va continuer à avoir une performance comparable ou meilleure que celle des États-Unis ou de l'Europe? Je dirais vraiment c'est au même niveau que l'Europe. Donc, et la raison, encore une fois, c'est que le secteur qui a été touché en fait pendant la crise, le plus gros secteur, c'est le pétrole. Et le pétrole, c'est, on va dire que le prix du pétrole a remonté et donc ça aide beaucoup notre économie. Et donc, par exemple, pour le consensus de 2021, on voit une augmentation du PIB ou vraiment de la croissance économique de 4,4% au Canada, de 4,3% en Europe et de 4,1% aux États-Unis. Donc, c'est très comparable et le Canada reste encore légèrement plus élevé que les autres. Très bien. Une autre question? Une autre question pour Dora. Un autre secteur oligopolistique qui paye un peu moins de dividendes que les banques et dont vous n'avez pas parlé, c'est le secteur des assurances. Qu'est-ce que vous pensez de ce secteur-là? Parce qu'il y a des grands joueurs comme Manulife, Sun Life, Intact. Comment vous percevez ce secteur qui doit, à mon avis, rentrer dans la composition de pas mal de portefeuilles? Oui, donc nous avons des assureurs, quelques assureurs dans le portefeuille. Par contre, quand on regarde les assureurs, déjà dans le monde des assureurs au Canada, il y a plus, ça reste un oligopole, mais moins que celui des banques. Les banques, il y a la régulation qui les protège. Les assureurs, on a beaucoup d'assureurs qui sont américains, étrangers, etc. Donc, du coup, il y a un peu plus de compétition et on le voit très bien aussi dans les chiffres. En fait, nous, comme j'ai dit, quand on prend notre portefeuille, on scanne tout. C'est pas comme si on dit, OK, on veut des banques, on nous dit les autres. On scanne tout ce qu'il y a dans le marché et on regarde c'est quoi les compagnies qui sont les plus rentables. Et par exemple, on a retrouvé que les banques sont beaucoup plus rentables, par exemple, que les assureurs. Même si, quand je dis beaucoup plus rentables que certains, par exemple, on a des assureurs, ceux qui sortent du lot, on va les avoir dans notre portefeuille parce qu'ils ont une rentabilité risque importante. Mais je dirais que le marché, même par exemple, pour une assurance, je pense que c'est plus facile de s'implémenter en tant qu'assurance au Canada qu'une banque. Les banques, c'est un peu plus fermé. Et c'est pour ça que quand on investit dans on a quelques-unes, mais on voit une plus tendance à aller vers les banques parce que pour le moment, c'est beaucoup plus rentable d'être dans ce secteur. Merci. Moi, j'aurais peut-être j'ai une question pour Lucia et Eric. Alors, c'est plus une observation et un étonnement. Tu nous as parlé, Lucia, de la partie affinitaire, donc sur les 266 millions de dollars sur le marché canadien de produits affinitaires. Il faut savoir qu'en France, on est plutôt sur quelque chose qui oscille aux alentours entre 14 et 16 milliards d'euros. Et donc, ça laisse supposer, je pense qu'il faudrait qu'on investigue un peu plus sur ce qui rentre dans la partie affinitaire et voir toutes les catégories, peut-être au Canada et au Québec. Mais ça serait intéressant ça laisse entendre qu'il y a des possibilités de développement qui sont éventuellement importantes. Et là aussi, peut-être qu'avec Eric, il faudrait mener une étude peut-être plus précise
sur la zone Canada pour voir, et Québec, pour voir ce qu'il est possible peut-être de faire et d'initier comme initiative sur la zone pour peut-être développer plus les produits affinitaires en partenariat avec des acteurs français. Alors, avec le privilège d'être membre du CDEFQ, donc on parlait de réseautage, de contact. Moi, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, donc quand on ne sait pas, on s'adresse à qui sait. Et comme dirait Monsieur Jean-Luc Alimondo, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Donc, il se trouve que pour le domaine des garanties des assurances affinitaires, il y a, je crois, certains membres dans le cercle qui pourraient être des très bons interlocuteurs. Et je disais dans ma présentation, ce qu'il faut, c'est gagner du temps et avoir des interlocuteurs qui soient compétents et fiables. Je pense qu'au sein du cercle, il y en aurait 2 ou 3 évidents. Le premier que je n'ai pas mentionné, il y a Québec International. Ah si, je l'ai mentionné, Québec International. Et il se trouve que la plupart des compagnies d'assurance québécoises ont leur siège social à Québec. Donc, il y a, à mon avis, des bonnes possibilités d'introduction par le biais de Québec International. Deuxièmement, il y a à Paris Investissement Québec. Donc, à partir du moment où qui s'intéresse évidemment à attirer des investisseurs étrangers au Québec, donc s'il y a des possibilités d'explorer ce domaine-là, je pense que Investissement Québec serait tout à fait disposé à ouvrir des portes également. Il y a le mouvement des jardins. Alors là, je parle sous le contrôle de Lucia. Le mouvement des jardins, un groupement d'assurance. Je ne sais pas s'ils ont des programmes d'affinité également. Donc, peut-être un contact au sein des jardins, ça pourrait être une possibilité. Et j'ajouterais, Eric, que tout ce pôle, en fait, au Québec, il y a un pôle qui s'appelle Finance Montréal, dont tous ces acteurs de la finance, de la banque, de l'assurance sont membres, et jusqu'au FinTech, AssureTech. Et donc, c'est un réseau non négligeable. Il faudra effectivement se rapprocher. Comme on dit au Québec, un réseau tricoté serré. C'est très beau. Et puis, il y a peut-être aussi une personne, bon, je parle sous son couvert, président d'honneur du CDEFQ, M. Benoît Lapointe-Dubreuil, de la Pointe de Dubreuil, qui, je pense, connaît très bien ce secteur-là, qui pourrait également certainement servir de bon interlocuteur. Donc, différentes pistes. Le cercle, je l'ai dit, c'est 40 membres. Le cercle cherche à s'agrandir, mais on retrouve même au sein de ce groupement, je pense, des interlocuteurs qui sont très, très valables pour explorer ce genre de pistes de développement. Merci beaucoup, Eric. Merci, Lucia. Merci. Pardon, Lucia. Juste pour conclure, en tout cas, c'est sûr que lorsqu'on veut explorer un marché comme celui du Canada et du Québec, tôt ou tard, il faut s'y déplacer. Donc, et c'est là que... voilà. On se rend compte des possibilités. J'ai juste, excuse-moi, je me reprends. Benoît Lapointe de Vaudreuil. Désolé, Benoît, d'avoir un petit peu estropié ton nom. Bien, écoutez, merci. On arrive au terme de ce webinaire. Je tiens à vous remercier tous les trois, Lucia, Dora et Eric, pour votre intervention, pour vos interventions de qualité et qui, effectivement, donnent beaucoup d'intérêt à regarder de plus près, je pense, ce marché. Je rappelle ce que disait Lucia tout à l'heure, si les personnes qui ont participé à ce webinaire pensent qu'il peut y avoir un intérêt pour leurs entreprises, de surtout ne pas manquer de faire remonter l'information auprès des personnes qui seraient susceptibles d'y trouver un intérêt. Et donc, et pour les membres de la fédération, n'hésitez pas aussi à passer par nous, auprès de Sophie, pour faire remonter vos demandes d'informations complémentaires si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous les trois. Merci. Au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, c'était une très belle intervention. En chair et en os, très vite. On l'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.